Ok. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live. Je m'appelle Guylaine et je travaille à la communication au bureau de Médecins sans frontières à Dakar. Je vais très rapidement laisser la parole à nos panélistes et à Gilles, notre modérateur, qui va prendre un petit peu plus de temps pour vous les introduire. Je voudrais juste vous dire un mot donc pour démarrer, remercier d'abord nos panélistes pour leur participation, remercier Wati pour l'organisation conjointe de ce webinaire et puis les collègues du digital qui nous aident à la technique. Et puis très rapidement, peut-être un petit mot sur l'initiative, puisque ça faisait un moment qu'on parlait avec Wati d'organiser ce genre de réflexion conjointe. Donc pour vous présenter, Wati, c'est un think tank citoyen d'Afrique de l'Ouest qui est basé à Dakar, qui organise régulièrement des cycles de débats sur des sujets qui touchent à différentes problématiques de société. Et ils ont récemment organisé quelque chose sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous pouvez le voir, on se rejoint sur cette thématique de la santé. Et pour nous, Médecins sans frontières, donc nous sommes une association médicale humanitaire internationale créée il y a près de 50 ans. On a des collègues aujourd'hui sur le terrain qui interviennent dans environ 13 pays de la sous-région, donc Afrique de l'Ouest et centrale, qui eux-mêmes sont originaires de la région, mais aussi d'ailleurs, et qui sont là pour apporter une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, donc notamment des personnes déplacées, des personnes qui font face à des crises humanitaires ou à des urgences sanitaires. En l'occurrence, ou par exemple des épidémies comme celle qu'on connaît actuellement avec cette pandémie de Covid-19 à laquelle on répond en appui aux différents partenaires depuis déjà quelques semaines. Je ne vais pas vous en dire plus, je laisse la place à mes collègues. Je vous précise juste qu'on sera quelques-uns sur Facebook à prendre vos questions pour les transmettre aux panélistes. Donc n'hésitez pas aussi en écoutant, si jamais vous avez des questions ou des remarques, on se chargera de les transmettre aux collègues. Voilà, bon webinaire à tous et merci à vous. Merci beaucoup, Guylaine. Merci aux collègues et amis de Médecins sans frontières, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Merci aux collègues de Wati qui ont aussi été impliqués dans l'organisation de ce webinaire. Et merci à vous tous, internautes, d'être présents. Mais le plus grand merci, bien sûr, à nos trois intervenants que j'ai le plaisir de vous introduire maintenant. Donc, moi, je suis Gilles Yabi, donc, le directeur de Wati. Comme Guylaine l'expliquait, nous travaillons sur toutes les questions d'intérêt général pour la région, y compris évidemment sur la question de la santé, et avons publié effectivement en février dernier un rapport sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais réellement faire en sorte de donner le maximum de temps de parole aux experts et nous avons vraiment la chance d'avoir trois personnes qui connaissent très bien le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Et nous aurons une dernière partie où vous aurez la possibilité de poser des questions. On va probablement pas pouvoir les prendre toutes, mais comme Guylaine l'a expliqué, elle me relaiera des questions que je poserai aux panélistes. Alors, donc, tout de suite, je les introduis très rapidement. Merci Fatouma Mabey d'être avec nous depuis Abidjan. Fatouma a un diplôme en santé publique et épidémiologie à Bruxelles. Elle a commencé sa carrière à MSF en 2000 et elle a exercé différentes responsabilités de coordination médicale et de chef de mission en Afrique et sur d'autres continents. Merci Fatouma d'être avec nous depuis Abidjan. Merci. Nous avons le plaisir également d'avoir Franck Allais, qui est épidémiologiste régional au bureau Afrique de l'Ouest de MSF. Il a un master en épidémiologie d'intervention de l'Institut de santé publique de l'Université de Bordeaux en France et un bachelor en statistique de l'Université Abomey-Calavi du Bénin. Et Franck a travaillé beaucoup pour Épicentre, pour Médecins sans frontières, pour Alima, dans différentes organisations et a vraiment travaillé sur les épidémies et les maladies infectieuses dans la région. Merci Franck Allais d'être avec nous. Merci Gilles, c'est à moi. Et enfin, Fred Eboko, qui est politiste et sociologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, les membres du conseil d'administration de Épicentre
Il travaille depuis plus de 20 ans sur les politiques et la gouvernance de la santé en Afrique. Et Fred Eboko est intervenu à plusieurs reprises depuis quelques mois justement sur la crise de la COVID-19. Et on aura l'occasion de l'écouter aujourd'hui également sur les différentes dimensions de cette crise sanitaire. Alors donc, sans plus tarder, on va commencer. On va structurer un peu la discussion en 3 parties. Alors, je vais commencer tout de suite par l'état des lieux. Je crois que la question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui vraiment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Sur le plan strictement sanitaire, aujourd'hui, on ne discute pas de l'impact économique, on discute vraiment de la santé. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les pays les plus touchés? Quels sont les pays peut-être qui semblent avoir réussi à contenir la flambée des cas? Et quels sont les pays pour lesquels on a peut-être des raisons d'être particulièrement inquiets? Et je vais commencer par Franck, si tu veux bien, et ensuite demander peut-être l'avis de Fred et de Fatouma également. Alors, Franck, tu as la parole. Merci Gilles, merci chers auditeurs. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un peu la situation épidémiologique. On parle de l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est un vaste pays, c'est un continent presque. Et on parle d'à peu près 24 pays. Donc, je vais présenter la situation d'abord en Afrique de l'Ouest. On a aujourd'hui rapporté 44 097 cas positifs de coronavirus en Afrique de l'Ouest. La moitié de ce nombre aussi en Afrique centrale. Et à peu près 854 décès ont été recensés dans les hôpitaux et dans les centres de prise en charge, 443 décès en Afrique centrale. Donc, il faut remarquer que entre 96% des cas ont été traités avec succès par les agents de santé qui travaillent dans les centres de prise en charge. C'est le lieu de les remercier, c'est le lieu de reconnaître un peu l'effort qu'ils ont fourni pour une maladie où on n'a pas de traitement, on n'a pas de traitement, on a réussi à avoir un taux de guérison aussi élevé. Mais il reste encore en Afrique de l'Ouest, par exemple, 23 198 cas qui sont positifs et qui continuent d'être pris en charge dans les centres de traitement mis en place par les ministères de la Santé avec les organisations internationales, MSF et autres organisations. Et ces cas, on espère, vont être des cas guéris et qu'on ne va pas enregistrer beaucoup de décès. Donc, comme vous le constatez sur le plan de la létalité, on a à peu près entre 2 et 6% de létalité selon les pays, mais globalement, on a autour de 2% de taux de létalité, ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine capacité à traiter les cas qui sont diagnostiqués pour coronavirus. Cette situation que je présente au niveau global est très variable d'un pays à un autre. C'est en Afrique de l'Ouest, par exemple, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal, selon l'ordre d'importance, recordent le nombre de cas le plus élevé. En Afrique centrale, c'est le Cameroun, la RDC et le Gabon. Alors, il faut remarquer que ces pays sont aussi les pays qui ont plus de capacités diagnostiques, ceux qui rapportent aujourd'hui un grand nombre de cas qui sont diagnostiqués et qui sont testés. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces chiffres que je viens de présenter sont très variables d'un pays à un autre, d'une région d'abord à une autre région, d'un pays à un autre, et qui sont influencés par les capacités diagnostiques, d'identification et de diagnostic des cas dans les pays. Donc, si on dit que le Nigeria rapporte plus de cas, ce n'est pas forcément parce que la situation est plus grave au Nigeria comparé à la situation au Bénin, par exemple. C'est aussi lié à la capacité diagnostique du Nigeria, à diagnostiquer les cas et à communiquer les chiffres sur ça. Donc, la situation reste très fragile, préoccupante, et le nombre de cas rapportés au jour le jour reste important. Donc, pour apprécier l'évolution de la maladie, on pourrait tout simplement s'intéresser à l'évolution de ces cas au fil du temps. Donc, en termes d'évolution, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a connu 2 phases. Une première phase entre l'introduction du virus dans la sous-région en février
jusqu'à début mai, où on avait une augmentation très forte du nombre de cas. Ensuite, cette phase a été suivie par une phase de baisse. Mais la baisse n'a pas été franche et depuis quelques semaines, on constate une augmentation, une nouvelle augmentation des cas dans la sous-région. Alors, ce que je constate, c'est que si le nombre de cas augmente dans la sous-région, c'est parce que aussi on a aujourd'hui plus de cas qui sont diagnostiqués et qui n'ont pas un lien avec un autre cas, ce qu'on appelle les cas communautaires. Donc, c'est l'émergence de ces cas dans la communauté, les cas qui ne sont pas reliés à d'autres cas, c'est l'émergence de ces cas qui font augmenter la positivité dans la population et qui font augmenter le nombre de cas dans la population. Voilà, je vais laisser mes collègues compléter et un peu la situation épidémiologique dans la sous-région. Merci. Merci beaucoup, Franck, et merci d'avoir été concis. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être demander déjà une réaction de Fatouma Mabey depuis Abidjan et peut-être si elle a aussi quelque chose à dire sur la stratégie de test. Est-ce que justement, on a le sentiment d'avoir suffisamment de tests et d'avoir une véritable stratégie de test qui permet de savoir, au fond, au-delà de ce qu'on sait, est-ce que les chiffres que nous avons en termes de personnes infectées, est-ce que ces chiffres sont crédibles? Fatouma? Alors, il faudrait activer le micro, Fatouma. Je disais, en termes de travail que nous faisons ici, parce que nous sommes, il faut le dire, en tant que Médecins sans frontières en support au ministère de la Santé, avec bien sûr les autres partenaires, et au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, notamment par rapport à tout ce qui est matériel de travail, tout ce qui est test, tout ce qui est suivi des patients, tout ce qui est travail en gros pour le contrôle en tout cas de cette pandémie-là. Si bien que ce que j'ai communiqué avec vous par rapport aux éléments assez récents et en rapport à ce que Franck vient de dire, c'est que dans la semaine 23, par exemple, on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, nous avons eu un peu plus que 800 cas, alors que les semaines précédentes, le pic qu'on a eu dans les semaines était autour de 500 cas. Donc, on se disait que quand même, on va vers une certaine augmentation, quoique les décès, je peux dire, la situation est quand même maîtrisée, parce que tous les cas qu'on recevait, disons, sont des cas simples et modérés, et qui sont automatiquement pris en charge au niveau des hôpitaux, en fait, d'Abidjan, parce que toute la prise en charge se fait au niveau, en tout cas, de la capitale, et les cas compliqués au niveau du CHU de Treichville. Et pour le moment, nous avons enregistré, disons, une trentaine de décès. Les décès sont autour de 36 en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à la population générale, par rapport au nombre de cas qu'on a aujourd'hui, voilà comment les choses se présentent. Mais on se dit quand même, avec cette augmentation de cette semaine-là, si on est en réalité vers une augmentation exponentielle ou que c'est maintenant que les cas sont en train d'augmenter, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu toutes les mesures de déconfinement. On ne sait pas ce que, disons, la suite va donner, mais tout ce qu'il y a à dire officiellement, c'est qu'au niveau d'Abidjan, l'ensemble des partenaires et des bailleurs sont en train de faire des gros efforts, y compris Médecins sans frontières, pour supporter en tout cas le contrôle de cette pandémie à Covid-19. Merci beaucoup, Fatouma. Alors, je crois qu'il y a certains internautes qui essayent de savoir si lorsqu'on parle de cas, on parle de personnes simplement qui ont le virus ou est-ce qu'on parle de malades, de personnes qui ont développé des symptômes? Est-ce que ça permet aussi de clarifier un peu? Je suis en train de parler des personnes qui sont malades, qui ont développé en tout cas la maladie, qui ont porté le virus et qui ont développé la maladie et qui ont eu à être vus au niveau des centres de santé. Parce que les cas asymptomatiques, tant que les personnes sont asymptomatiques, on ne les voit pas. Ou bien que les symptômes sont légers et que les personnes peuvent, en tout cas, se traiter d'une manière ou d'une autre, ou bien que l'immunité fasse en sorte que la personne arrive à reprendre, en tout cas, son état normal, disons, entre griffes. En ce moment, la personne ne se présentera pas dans les services de santé pour être testée et connue et être hospitalisée en tant que malade. Voilà.
D'accord, merci. Alors, Franck, tu veux ajouter quelque chose avant que je Oui, redonne la j'ai parole à Fred? dit, aujourd'hui, notre stratégie de dépistage, notre stratégie de diagnostic des cas, notre stratégie de diagnostic des cas, nous, on se concentre essentiellement sur les gens qui ont soit développé les symptômes et c'est eux qu'on dépiste. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas savoir le vrai nombre de cas dans la population. On parle des cas qui ont développé les symptômes et qui ont recherché de soins. En tout cas, dans les centres où MSF travaille, la plupart des cas, ces derniers mois, sont des cas qui ont développé des symptômes, soit des infections respiratoires, ou qui se sont soupçonnés comme étant malades et qui sont venus dans les structures de prise en charge et qui ont été diagnostiqués. Alors, au début, on s'est donné un peu le luxe de diagnostiquer largement un peu tous les contacts parce qu'on était regroupés, on les regroupait dans les structures comme les hôtels et autres. Mais depuis un bout de temps qu'on a relâché un peu le regroupement des cas, on retrouve les cas quand ils viennent en consultation pour rechercher les soins et le diagnostic est posé en ce temps. Donc, on parle bien de cas symptomatiques et on parle bien des cas qui se sont présentés dans les structures de santé. On n'a aucune visibilité sur la prévalence, c'est-à-dire que le nombre de cas réels dans la communauté. Par contre, on est sûr qu'on est sur une phase où il y a de plus en plus de cas, parce qu'on découvre accidentellement de plus en plus de cas dans nos structures de santé. Merci beaucoup. Alors, je vais demander l'avis de Fred, peut-être qu'il y a plus de distance par rapport à toutes ces questions, qui a un regard de sociologue et de spécialiste de santé publique. Et je vais peut-être rajouter aussi une question qui vient de ce que Franck vient de dire. Est-ce qu'on pourrait penser à une stratégie de test aléatoire qui permettrait d'avoir des indications sur la prévalence du virus dans l'ensemble de la population et peut-être de pouvoir se projeter justement sur les prochains mois? Mais Fred, peut-être une réflexion plus générale. Est-ce que tu es soulagé aujourd'hui ou est-ce qu'au fond, on peut craindre qu'on ait simplement décalé le moment d'une flambée de cas et peut-être de cas sévères également? Alors, d'abord, je voulais vous remercier tous pour l'organisation de cette réunion, remercier les différents organisateurs et saluer aussi tous les internautes qui nous suivent. De manière générale, depuis le début de la pandémie à Covid-19, l'Afrique montre un visage qui est assez inattendu et qui va un peu au-delà des prévisions médiatiques, voire même scientifiques, qui avaient été faites. Et cela nous amène à quelques réflexions et quelques faits. Ce dont nous venons de parler, c'est la situation actuelle. Je voudrais tout simplement rappeler de manière générale que pour une fois, les États africains et leurs partenaires sur le continent africain ont réagi de manière relativement précoce face à cette pandémie. Rappelez par exemple une date, le premier séminaire sur le diagnostic et sur la formation a eu lieu à Dakar entre le 6 et le 8 février 2020, avant qu'il n'y ait, en Afrique subsaharienne en tout cas, aucun décès et très peu de cas diagnostiqués à ce moment-là. Et les États africains, les responsables africains ont aussi enchaîné avec des mesures qui ont été relativement précoces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'on n'a pas rappelé, mais que Franck aurait pu aussi nous dire et qui va peut-être nous préciser, pour le moment, rappelons que l'Afrique est une des régions du monde les moins touchées à ce jour, comparée à toutes les autres. À la fin du mois dernier, nous étions, pour le continent africain, par rapport au nombre global des cas diagnostiqués dans le monde, il y avait moins de 1% d'Africains dans tout ce volume. Et nous rappelons aussi à côté de ça que la population africaine forme 17% de la population mondiale. Pourquoi je rappelle tout ça? C'est pour essayer de mettre en perspective ce qui est en train de se passer. Et Fatouma disait tout à l'heure qu'on en arrive à des taux de guérison de 96%. Il n'empêche que la situation nécessite une grande vigilance, mais il faut aussi voir d'où on part et la précocité aussi des mesures qui ont été prises pour une fois, et c'est hyper important de le rappeler ici. Et pour rebondir sur ta dernière question d'ailleurs, qui est un peu symptomatique de deux phénomènes. Le premier phénomène, il est extrêmement positif. C'est une vraie exigence vis-à-vis de ce qu'on peut faire en Afrique. Est-ce qu'on peut faire des tests aléatoires pour avoir une vue plus globale? Maintenant, Gilles, mettons-nous un peu plus en retrait par rapport à cette exigence.
je vis dans un des pays les plus riches du monde et cette exigence-là que tu voudrais pour l'Afrique, elle n'existe pas en France. En France, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, comme au Ghana, on diagnostique des cas qui sont des cas symptomatiques. Il n'y a aucun pays européen qui a prévu de diagnostiquer ou de tester en tout cas toute la population ou même de faire des tests aléatoires. Et cette situation-là, cette espèce d'ambivalence entre une exigence très forte et les réalités du monde entier est aussi typique de ce qui est en train de se passer et qui fait de l'Afrique une espèce de prisme tout à fait particulier, d'une part, d'une réaction vis-à-vis d'une catastrophe annoncée, mais aussi d'une lame de fond, d'une vraie dynamique aujourd'hui qui est en train de se dessiner lorsque les pays ont les capacités politiques, économiques, sanitaires à réagir. On voit aujourd'hui qu'ils sont tout à fait prêts à le faire, contrairement à ce qu'on a pu penser. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Je crois que je vais revenir tout à l'heure sur justement la question des prévisions qui ont été faites au départ, un peu catastrophistes sur l'Afrique. On va y revenir en parlant des systèmes de santé. Peut-être juste, finalement, il y a des questions en cours qui viennent également des internautes et certaines qui concernent spécifiquement les points qui sont discutés maintenant. Je vous les donne en même temps. Il y a notamment cette question sur est-ce qu'on a le sentiment, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que des autorités dans la région, que certaines autorités cachent les chiffres. Au fond, cette question de la crédibilité des chiffres qui sont donnés par les autorités, c'est une question qui vient d'un des internautes et qu'il adressait à Franck, mais ça dépend évidemment si quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question de manière très rapide. Avant que Franck ne nous réponde avec ses compétences et sa spécialité, je voudrais juste dire à cet internaute que c'est une question rituelle, un soupçon permanent pour toutes les épidémies. En Afrique, on soupçonne les autorités de cacher des chiffres. Et la question que j'ai envie de poser à cet internaute, c'est de savoir quel intérêt, il y en a peut-être, mais réfléchissons, quel intérêt un pays africain aurait aujourd'hui à cacher des chiffres. Quel intérêt un pays africain avait à cacher des chiffres pour l'épidémie à VIH? C'est une question qui reste ouverte. Mais c'est pour dire à cet internaute que c'est un grand classique des questionnements et des soupçons qui pèsent sur les autorités africaines, à tort ou à raison, de cacher les chiffres des épidémies. J'ai ma petite idée là-dessus, mais voilà. Merci Fred d'avoir déblayé le terrain. Ouais. Et merci pour ta contribution. Donc, en fait, je crois que c'est légitime. Hein. On peut se poser des questions sur les chiffres qui sont communiqués sur l'Afrique. Par contre, il y a des faits. Il y a des faits. C'est qu'aujourd'hui, s'il y avait beaucoup de cas graves dans la communauté, ces cas se seraient présentés dans nos structures de santé. Et nous, en tant que Médecins sans frontières, nous travaillons très proche de la population et nous avons mis en place des centres de prise en charge dans les pays de la sous-région, au Niger, au Burkina, et au Cameroun et en RDC, un peu partout. Et ces centres de prise en charge aujourd'hui ne sont pas débordés. Donc, on peut estimer qu'il n'y a pas beaucoup de cas graves. Alors, il y a une autre catégorie de cas, c'est les cas sévères, ceux qui nécessitent une oxygénation simple. On a constaté que ces cas ont augmenté ces derniers jours, mais la capacité de prise en charge dans les structures qui ont été mises en place, que ce soit au Sénégal ici, par les ministères de la Santé, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, pour citer les deux régions, les capacités ne sont pas dépassées. Maintenant, les cas très, très graves, on disait qu'on n'avait pas assez de capacité en soins intensifs. On n'est pas débordé à ce niveau. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la situation en termes de prévalence dans la population n'est pas connue. On est clair sur ça. Par contre, on a moins de cas graves, moins de cas sévères. Et ça, c'est un fait. On le constate dans nos structures de prise en charge. Il ne faut pas douter de ça parce que les cas peuvent venir librement dans les structures de prise en charge pour se faire prendre en charge. Et de toute façon, la façon dont la maladie se déroule, tu as besoin d'être assisté. Donc, tu vas chercher l'assistance. Voilà. Je crois qu'on peut rassurer la population par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Je précise juste que l'internaute avait bien souligné comme dans d'autres régions du monde. Donc, je crois que l'idée, ce n'était pas de dire que c'était seulement en Afrique que les autorités pouvaient cacher les chiffres. On sait qu'en Chine et dans d'autres régions également, il y a eu ce sentiment-là.
Oui, Fatouma. Excusez-moi, je voulais juste ajouter un point sur le fait que d'abord, compte tenu de l'envergure de cette pandémie et du fait que tout le monde entier a les yeux rivés sur cette pandémie, il y a tellement de partenaires aussi qui sont en collaboration avec les ministères de la Santé. Je ne pense pas qu'on puisse cacher quand même les vrais chiffres. Et si vous remarquez au niveau de nos centres de santé, nous, on a remarqué dans un premier temps, en tout cas, qu'il y avait plutôt une diminution de la participation, du moins des patients qui se présentent dans les centres de santé. Je ne sais pas, bon, peut-être on aura à discuter après au sujet de cela. Peut-être par peur, les gens se sont repliés ou qu'est-ce qui s'est passé exactement. On a d'abord fait cette remarque-là. Et deuxièmement, je me dis aussi que s'il y avait aussi les cas graves, les gens n'allaient pas rester les gérer à la maison. Ils allaient obligatoirement venir dans les centres de santé. Troisièmement, si c'est encore plus grave, jusqu'à ce que la sévérité arrive à un certain niveau, jusqu'à ce qu'il y ait des décès, on peut avoir quand même des nouvelles tombes assez facilement, des cimetières qu'on peut voir facilement dans les communautés, et ce n'est pas le cas. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, les chiffres, je me dis en tout cas, ne sont pas cachés. La réalité n'est pas cachée. Merci beaucoup. Je pense que c'est très, très utile hein, d'avoir tous ces points de vue. Mais il y a peut-être une dernière sous-question hein, que je vous poserai avant de passer à la deuxième partie. C'est au fond en termes de projection. Franck a dit tout à l'heure que nos capacités de traitement ne sont pas débordées. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On n'a pas beaucoup de cas graves. Mais si on ne contrôle pas le nombre total d'infections dans les prochains mois, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas se retrouver dans une situation avec des formes sévères qui seraient peut-être proportionnellement toujours pas très importantes, mais ça va représenter beaucoup plus de personnes et notamment peut-être des personnes âgées cette fois, et on aura cette fois-ci des capacités de traitement qui pourraient déborder. Franck, peut-être, est-ce que tu as une idée sur voilà, qu'est-ce que l'état des lieux aujourd'hui nous dit sur les prochains mois? D'accord, merci Jules. Je disais dans mes propos à l'entame qu'on a constaté un changement dans le profil épidémiologique des cas. Donc, au début, les cas qu'on retrouvait dans les hôpitaux étaient des cas importés, qu'on diagnostiquait dans les aéroports, et beaucoup plus une classe sociale. Bon, au début, on a même vu dans la communauté une qualification de ces cas par des cas des personnes VIP. Okay? La maladie était représentée comme la maladie des gens qui voyagent. Aujourd'hui, le profil des cas a clairement changé. D'accord. 25% des cas aujourd'hui qui sont traités au niveau du Sénégal sont des cas qui ont été contaminés ici sans qu'on arrive à savoir exactement quel est le cas qui les a contaminés. Au Sénégal, par exemple, on appelle ça, ils appellent cas communautaires. Ça pourrait avoir d'autres appellations. Donc, cette proportion de cas, comme je l'ai dit, est en augmentation. Et cette proportion de cas pourrait se présenter tardivement dans les structures, pourrait être diagnostiquée tardivement. Parce que c'est des gens qui, a priori, ne se rendent pas compte qu'ils ont contacté la maladie ou ne sont pas identifiés comme le contact d'un autre cas connu dans la chaîne de transmission. Quand vous avez dans une maladie qui se transmet de personne en personne, beaucoup de cas qui ne sont pas reliés à un autre cas, vous ne maîtrisez pas la chaîne de transmission de votre maladie. C'était pareil pour Ebola et tout. Et là, vous pouvez vous faire surprendre à tout moment par un pic de nombre de cas. Et vous pouvez aussi vous faire surprendre à tout moment par des cas sévères et des cas graves. On a constaté dans nos structures de santé qu'il y a par exemple de plus en plus légèrement, de plus en plus de cas qui nécessitent une oxygénothérapie. Et donc, on doit vraiment être très vigilant sur l'identification précoce des cas. On doit être très vigilant sur le contrôle des foyers épidémiques et sur l'investigation des cas pour maîtriser la chaîne de transmission. Quand on aura très peu de cas isolés de la chaîne de transmission, c'est-à-dire que quand on pourra relier la majorité de nos cas qu'on diagnostique à des cas qui sont déjà connus comme positifs, on pourra être un peu calme et penser qu'on est en train de maîtriser l'évolution de l'épidémie. On n'est pas là, on est très loin de là. Et on est plutôt dans une stratégie où il y a augmentation des cas qui ne sont pas reliés à d'autres cas. Donc, pour me résumer, on peut se faire surprendre dans la situation actuelle
avec une augmentation du nombre de cas sévères dans nos structures de santé. C'est pourquoi la vigilance, les stratégies doivent être révisées et adaptées au profil épidémiologique des cas qu'on reçoit aujourd'hui dans nos structures de santé. Merci. Merci beaucoup, Franck, parce qu'on avait une question. Est-ce qu'on peut considérer que l'épidémie est maîtrisée? Je crois que tu as répondu à cette question. Il faut rester extrêmement vigilant. Je crois que c'est le message que tu viens de passer. Fatouma voulait ajouter quelque chose rapidement ou je passe à la prochaine question? Il faut toujours activer le micro. Oui. Oui, effectivement, il va falloir qu'on reste très vigilant dans la mesure où, comme tout le monde le sait, c'est une maladie nouvelle et on ne maîtrise pas, tout de cette pathologie-là. On ne sait pas à quel niveau de l'épidémie on se situe aujourd'hui en Afrique, quoique dans certains pays, on a remarqué que les cas diminuent, quoi, je vais dire. On a remarqué, par exemple, des pays comme le Niger, on a juste notifié hier, disons, un seul cas à Zender ou quelque chose comme ça. Mais bon, cela ne veut pas dire qu'on doit reculer. On doit faire attention par rapport, en tout cas, aux mesures de prévention, notamment la distanciation, le port de masque, notamment le lavage des mains. On ne doit pas quitter ces mesures, en tout cas barrières-là, et c'est vraiment très, très important parce que dans nos pays, on a tendance à aller déjà au relâchement dans certains pays. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux internautes qu'on va un peu vite sur certaines questions. Il y a certains qui demandent de revenir sur certains chiffres de létalité, de taux de guérison. On ne va pas le faire là, mais on pourra y répondre dans le chat ensuite. Et je rappelle aussi que la vidéo dans son intégralité sera diffusée sur YouTube dans les jours qui viennent. Donc, vous pourrez réécouter tranquillement peut-être les échanges. Alors, je vais peut-être passer à la deuxième partie qui va peut-être être un peu plus rapide. C'est un retour un peu sur la question de justement pourquoi finalement en Afrique, on a su peut-être contrôler un peu plus qu'ailleurs la flambée des cas graves et notamment contenir la mortalité. Il y a ce grand facteur qui est la démographie, les différences de structure démographique en Afrique et dans d'autres continents, notamment en Europe. Et je voulais peut-être demander à Fred de revenir sur cette question et aussi, est-ce qu'on en sait peut-être un peu plus aujourd'hui sur d'autres facteurs autres que démographiques qui sont un élément déterminant de la progression du virus en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre? Alors, le premier phénomène qu'il faut évoquer vis-à-vis de la dynamique de cette épidémie, c'est que le continent africain a été touché relativement tard vis-à-vis des autres. L'épidémie a commencé en Asie, puis en Europe, puis s'est diffusée sur les autres continents, notamment en Afrique. Ça, c'est le premier point. Il y avait une telle crainte vis-à-vis des pays africains, au niveau international, au niveau national, que les mesures qui ont été prises en Afrique ont été prises relativement précocement. Et tous les articles qui sortent depuis quelque temps et qui étudient cette question de manière précise montrent que la fermeture des frontières précoce a été un élément déterminant au niveau de la diffusion de l'épidémie, même si aujourd'hui, on est plutôt dans une croissance des cas communautaires. Mais le fait d'avoir fermé les frontières alors que l'épidémie était très forte ailleurs a été un facteur déterminant. On rappelle assez souvent, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'au moment où les frontières ivoiriennes ont été fermées, il y avait à peine 5 cas qui avaient été diagnostiqués sur le territoire ivoirien. Au niveau du Sénégal, c'est à peu près la même chose. Il n'y avait aucun décès au Sénégal lorsque le président Macky Sall et son gouvernement ont décidé de fermer les frontières. Et je peux démultiplier les exemples comme ça. Ensuite, le facteur dont tu parlais vis-à-vis de la résistance à l'épidémie, mais qui est en fait une question de pyramide des âges, fait que les populations africaines étant beaucoup plus jeunes que les populations américaines ou européennes, les cas graves sont moins fréquents parce que l'épidémie touche des gens relativement jeunes et que les populations qui ont été extrêmement touchées en termes de décès, notamment en Europe, avaient en moyenne, quand je reprends le cas de l'Italie ou de l'Espagne, c'était entre 79 et 80 ans. Là, on a récolté le plus grand nombre de décès, alors que sur le continent africain, c'est une catégorie qui est toute petite par rapport au reste de la population. Donc, il y a tous ces facteurs. Mais tu as raison de dire que, et Franck aussi l'a dit avant, Fatouma aussi, nous sommes face à une épidémie qui est pleine d'incertitudes et on avance presque
à pas feutrer. Voilà. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la pyramide des âges est un facteur extrêmement important, que la fermeture des frontières l'a aussi été. Et si on veut comparer avec les autres continents, la dynamique des déplacements massifs en Afrique est relativement faible par rapport au reste des continents. Il suffit de comparer, par exemple, Paris et Dakar et voir comment les gens se sont contaminés en France. C'est dans les transports en commun, dans les lieux publics, les aéroports, etc., qui se retrouvent en relative faible quantité sur le continent africain. Et vous remarquerez que du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, les pays qui ont des infrastructures de transport très fortes sont aussi les pays qui ont été les plus touchés. Je pense au Nigeria, je pense à l'Égypte, je pense à l'Algérie et je pense à l'Afrique du Sud. Donc, tous ces phénomènes forment une espèce de combinatoire de facteurs dont il faut tenir compte. Mais, encore une fois, il y a sans doute encore d'autres facteurs qui nous échappent pour le moment. Est-ce qu'il y a une autre réaction, Franck, sur cette question? Merci, Fred. Je crois que Fred a évoqué les facteurs qui sont très déterminants, qu'il faut prendre, il faut avoir ça en tête quand on analyse la résistance de l'Afrique. Le facteur démographique a été très tôt balayé par des analystes en disant qu'il y avait d'autres maladies comme la malnutrition, le VIH, le paludisme qui étaient très prévalents en Afrique et que même s'il n'y avait pas de personnes âgés qui vont mourir de la maladie, que ces enfants, on ne savait pas le lien qu'il pouvait avoir entre la malnutrition, par exemple, et le coronavirus, et que ça pourrait être des facteurs de risque qui allaient augmenter le risque de décès chez nos patients. Ce qui est sûr, aujourd'hui, dans nos structures de prise en charge, nous traitons beaucoup plus d'enfants malnutris, des enfants de moins de 5 ans. Et par chance ou selon ce qu'on lit aujourd'hui sur le profil des cas qui sont atteints de COVID-19, ce n'est pas dans la tranche des enfants de moins de 5 ans que cette maladie sévit. Donc, on n'a pas la grosse population des personnes malnutries ne va pas probablement être touchée par cette maladie. Au niveau du paludisme, c'est pareil. Hein, le paludisme est en baisse en Afrique. On a fait beaucoup de progrès dans le contrôle du paludisme en Afrique. Ça reste un grand problème, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui en train de diminuer et ça touche aussi beaucoup plus les enfants. Donc, on n'est pas dans la population qui va être plus frappée par cette maladie. Je dis, on parle avec beaucoup d'incertitudes. On n'est pas rassuré par rapport à ce qu'on dit. On avance des hypothèses. Après, il y a le mode de vie. Fred a touché ça, et le mode de vie des personnes âgées. En Europe, les personnes âgées sont mises ensemble dans des centres, dans les EHPAD. En Afrique, on garde les personnes âgées dans nos maisons. Donc, aujourd'hui, on sait que le virus se diffuse plus quand les gens se regroupent, quand il y a des grands regroupements. Donc, aujourd'hui, les gens, très tôt en Afrique, en plus de l'information et du recul qu'on a sur la capacité du virus à détruire et à tuer les personnes âgées en Afrique, on a très tôt renforcé l'isolement des personnes adultes. La communauté a très tôt renforcé l'isolement des personnes adultes. Les personnes sont vite protégées, ils ont été vite isolés, ce qui a fait que ces personnes, finalement, je crois qu'ils ne sont pas touchés. Et nous, on vit dans un espace aussi qui n'est pas très confiné. En ville, les personnes âgées, quand quelqu'un te parle à Dakar, il dit « Je vais aller au village voir mon papa ». Quand quelqu'un te parle à Cotonou, qui est la grande ville du Bénin, il va dire « Je vais aller au village ». Moi, je dirais « Je vais aller à ça, par exemple, pour voir mes parents ». Donc, les grands-parents, ils sont dans un espace où il n'y a pas assez de personnes dans les villages et autres. Ça pourrait être des facteurs qui ont aussi expliqué qu'on n'a pas eu beaucoup de décès dans nos communautés. Donc, notre mode de vie, la prévalence et la classe pour la malnutrition aiguë sévère, la prévalence et la classe d'âge pour le paludisme et les progrès qui ont été faits ces derniers jours. Et n'oublions pas qu'on a en mémoire les épidémies qui se sont répétées sur le continent et qui ont créé une capacité de réponse aux épidémies naturelles. C'est-à-dire la distanciation sociale. C'est dans le quotidien des gens du Nigeria face au virus de Lassa, dans le quotidien des Congolais face à l'Ebola. Donc, la population n'a pas eu du mal à se soumettre ou à accepter ces mesures-là. C'est le lieu de remercier cette population qui a
adhérer dans un premier temps, et c'est le lieu de leur dire qu'on ne doit jamais abaisser un peu les gardes par rapport à cette adhérence aux mesures de protection. Voilà quelques éléments sur le mode de vie et sur la prévalence et la répartition des maladies qui étaient identifiées comme des facteurs de risque pour l'Afrique. Voilà un peu comment ça a contribué à renforcer la résilience des pays africains face à l'épidémie de coronavirus. Merci. Merci beaucoup, Franck. Alors, je vais demander à Fatouma de rebondir sur cette question du rôle de la démographie, mais aussi de revenir sur la question de l'impact de la COVID-19 au-delà des personnes infectées par ce virus. C'est-à-dire, je crois que Fatouma a commencé à le signaler tout à l'heure, il y a aussi une fréquentation qui semble être en baisse de centres de santé. Et donc, on peut tout à fait penser qu'un impact sanitaire, c'est aussi la possibilité que des personnes souffrant d'autres maladies, au contraire, connaissent peut-être même une mortalité plus élevée à cause de la crise et du détournement, disons, des ressources vers la gestion de cette épidémie. Est-ce qu'on a des éléments sur ça? Est-ce que quelqu'un regarde un peu l'évolution de la mortalité de manière générale par rapport, disons, à une situation habituelle? Est-ce qu'on peut avoir finalement des victimes de la COVID-19 qui ne sont pas des personnes infectées par ce virus, mais des personnes d'une certaine manière délaissées parce qu'on a concentré les ressources sur la gestion de la COVID-19? Fatouma? Micro encore? Oui, je pense que mes deux collègues qui avaient intervenu ont largement, en tout cas, donné les points par rapport à pourquoi l'Afrique n'a pas été au même niveau de la pandémie que les autres continents. J'avais voulu juste, moi, à mon niveau, ajouter le fait que, et c'est déjà dit, disons, au niveau de la pyramide des âges, on sait qu'on n'a pas beaucoup de personnes âgées en Afrique. Et comme il l'a si bien dit, mon prédécesseur, ces personnes âgées-là ne vivent pas aussi ensemble, comme ils le sont en Occident, dans des maisons de repos. Ces personnes âgées vivent dans des villages où ils vivent, même s'ils vivent dans les familles, ils ont leur maison à eux, etc., etc. Mais bon, ils ne sont pas la plupart dans les grandes villes. C'était ça que je voulais ajouter. Mais par rapport à justement l'impact, il faut se dire que, en tout cas, jusqu'à un moment récent, au niveau des centres de santé, aussi bien publics que privés, on a remarqué une nette diminution, en tout cas, de la fréquentation des centres de santé, avec près de 50%, en tout cas, disons, des patients qui ne venaient pas dans les centres de santé. Mais bon, maintenant, de plus en plus, avec les mesures de sensibilisation, les mesures de prévention mises en place, les personnes commencent à revenir dans les centres de santé parce qu'il y a quand même des obligations qui les amènent dans les centres de santé. Par exemple, quand tu as des pathologies en fait chroniques qui nécessitent un suivi d'une certaine périodicité, la personne est obligée de chercher à rencontrer son médecin. S'il y a quand même des cas de chirurgie en fait où c'est nécessaire qu'il y ait une intervention chirurgicale parce que la personne a développé une complication soudaine, ça peut faire en sorte que les gens se présentent obligatoirement au niveau des services de santé. Mais bon, disons la sensibilisation quand même arrange le fait que maintenant, les gens, même s'ils ne viennent pas dans les centres de santé, ils essaient de contacter le personnel de santé à distance. Du point de vue impact, ce n'est pas seulement l'impact sanitaire. On sait quand même qu'il y a des impacts économiques. Sur le plan économique, peut-être que les personnes qui connaîtront mieux le domaine pourront mieux développer que moi, mais on a remarqué quand même et on a eu des sons de cloche par rapport à certaines communautés, par exemple des gens qui se déplacent d'un pays à l'autre, disons, je ne dirais pas directement les réfugiés, mais bon, disons, en quelque sorte, c'est des réfugiés économiques aussi parce qu'ils quittent un pays de l'Afrique de l'Ouest pour un autre pays, pour se retrouver dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ils vivent de petits boulots. Le confinement a fait qu'ils n'ont plus la possibilité de ces petits boulots-là et ils ont commencé à se plaindre, certains demandaient à leur pays même de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine. Parce que là, ils sont en train de souffrir et ils ne peuvent plus tenir du fait du confinement. Il n'y a pas de travail à faire, etc. etc. Et tout en n'oubliant pas aussi tout l'impact aussi au niveau social.
vous n'êtes pas sans savoir, tout le monde sait ce qui est en train de se passer au niveau social et on se dit quand même que quelque part, ce Covid quand même a son point à sa partie de responsabilité. Celui qui est avec nous, qui maîtrise mieux le côté social, pourrait mieux étayer ces aspects-là. Autrement, sur le plan médical, je pourrais aussi ajouter, peut-être qu'il n'y a pas eu de recherche là-dessus, mais sûrement que ça va venir. Des personnes qui arrivent à perdre des proches suite au Covid, des personnes très très proches qui leur sont très chères, c'est sûr que cela va impacter aussi leur état de santé, tout en n'oubliant pas qu'ils peuvent avoir quand même des pathologies qui peuvent en ressurgir ou même peut-être, disons, des crises cardiaques, je ne sais pas, mais bon, je l'ai dit, on n'a pas fait de recherche, mais c'est possible. Donc voilà. Merci beaucoup. Peut-être très rapidement, Franck, est-ce qu'au niveau des grands hôpitaux publics, est-ce que quelqu'un suit un peu l'impact sur les autres pathologies? Est-ce qu'on s'intéresse un peu à savoir, depuis cette épidémie dans les grands hôpitaux, par exemple à Dakar, est-ce qu'on regarde seulement ce qui se passe sur le front Covid ou est-ce qu'on regarde aussi ce qui se passe sur le front des autres pathologies? Très rapidement. Ouais, je crois que c'est une approche très intéressante, une approche que nous, au sein de MSF, on a en tête depuis un bout de temps. Et il y a plusieurs personnes ici qui s'activent à suivre l'évolution, par exemple, de la malnutrition dans nos structures de prise en charge. Au Niger, on a fait un point hier sur l'évolution de la malnutrition un peu dans notre centre de prise en charge à Zender. Donc, c'est pour dire que c'est une préoccupation. Après, je ne parle pas de chiffres avancés sur ce plateau comparatif au niveau de décès liés au Covid et décès liés au non-Covid, mais c'est un point d'attention très intéressant. Pourquoi c'est important? Parce qu'on connaît qu'on a fait quand même beaucoup d'enquêtes de mortalité dans la communauté et on sait que les décès, les causes des décès, c'est quoi? C'est le paludisme, la malnutrition, rougeole. Chez les enfants, au moins, ça c'est clair. Et les épidémies, je veux dire, dont la rougeole. On sait par exemple que de façon comparative, si on dit aujourd'hui la létalité au niveau du Covid est entre 2 et 6% dans les pays où c'est plus élevé, pour la rougeole, c'est entre 6 et 34% dans ce qu'on est dans les lieux de regroupement. Donc, on sait que ça va être les maladies qui vont tuer plus. D'où l'important de se préparer pour prendre en charge les cas liés à cette maladie. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, nos services de vaccination ne sont pas, c'est pas là où les gens viennent le plus. Donc, on ne vaccine pas beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je ne vais pas revenir sur ça, sur ce plateau. Mais ce que je veux dire, c'est important pour nous de retrouver la voie de l'hôpital quand on est malade pour aller se soigner et pour faire sa vaccination. Il faut vacciner nos enfants. La chimioprophylaxie préventive. On a eu des progrès pour le paludisme. Je le disais dans mes propos. On a vraiment réduit la mortalité liée au paludisme, mais c'est avec des armes, dont la chimioprophylaxie contre le paludisme. Et c'est la saison arrive et on doit normalement être déjà même préparé à faire cette chimioprophylaxie, c'est-à-dire une distribution de médicaments pour les personnes ciblées qui sont les plus touchées par le paludisme pour éviter que ces personnes-là soient infectées. Donc, on le fait globalement dans la région, au Niger, au Burkina. Là, on n'a pas, avec le problème de Covid-19, on n'a pas pu vraiment se préparer et on se pose encore la question de comment on va déployer cette arme. La distribution des moustiquaires, ça se fait de poste à poste. Et on sait aujourd'hui, toute cette activité de distribution, de regroupement, ça là est contrôlée. Et enfin, les structures de prise en charge se sont concentrées sur le Covid-19 et la population a été informée de rester chez soi dans un premier temps. Aujourd'hui, on a besoin de rassurer la population pour lui dire de retrouver la route de l'école, des hôpitaux. Excusez-moi. On a besoin de plus d'engagement communautaire pour que les gens puissent comprendre que quand on est malade, on doit aller se faire soigner. Quand on a des symptômes de Covid, on doit aller se faire déclarer. On a besoin de réorganiser le soin. Et ça, on sait le faire. On sait bien le faire. On fait des cliniques mobiles en Afrique. On va vers la communauté pour les soigner. On doit réorganiser le soin pour aller et pour être plus proche de la population et pour pouvoir les soigner. J'ai parlé des cliniques mobiles
beaucoup de partenaires, le ministère de la Santé, ils font des cliniques mobiles pour faire de la vaccination. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre au niveau du centre de santé, on se déplace vers la population qui a besoin pour offrir les soins de santé. Et on doit réorganiser nos services. Réorganiser les services pour être beaucoup plus disponible à accueillir les personnes âgées, vulnérables, parce que ça va les rassurer. Quand les gens viennent à l'hôpital, ils savent qu'il y a un circuit qui est préparé pour que la population ne se contamine pas. On a des circuits, pourquoi on en prend ça? On n'a pas beaucoup de ça, on n'a pas ce système en place dans nos structures de santé. On doit avoir des structures pour que les personnes vulnérables puissent accéder directement à leurs services sans être obligés de passer par des circuits compliqués, de traîner dans les hôpitaux. Donc, avoir des services dédiés pour les personnes vulnérables, je veux dire, les personnes âgées, les hypertendus, les diabétiques et autres, avoir des services dédiés. Et ça, c'est le challenge. C'est vers ça qu'on doit aller pour pouvoir rassurer la population, pour qu'on retrouve nos programmes habituels. Sinon, enfin, on aura beaucoup de décès parce que ce sont ces pathologies-là qui sont les causes des décès. On les connaît, on sait les traiter, on a des diagnostics, on a des traitements, on a vraiment assez de stratégies qu'on a pilotées depuis plusieurs années et qui sauvent des vies. Et ça, on ne doit pas se laisser surprendre par ça, par les décès autres que le Covid. Merci Franck. Je vois que tu anticipes sur la toute dernière partie où j'allais vous poser des questions sur les recommandations justement, mais tu as déjà commencé un peu à parler vraiment de ce qu'il faut faire. On pourra y revenir tout à l'heure à la fin de cet échange. Peut-être, il y avait deux questions précises qui viennent des internautes et je voudrais peut-être juste qu'on les aborde avant de passer au troisième point. La question sur le palu, bon, on en a parlé déjà pas mal, mais est-ce qu'avec l'hivernage qui vient, notamment donc, la saison des pluies dans beaucoup de pays, qui est aussi le pic du paludisme, au-delà de la crainte que tu as soulignée, hein, des programmes de distribution des moustiquaires, etc., est-ce qu'on s'inquiète d'une flambée possible des contaminations de COVID-19 qui pourrait être favorisée par la saison des pluies et par les changements qui ont lieu à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Peut-être Fatouma ou Franck ou Fred? Tu peux avoir aussi un avis là-dessus? Alors, encore là aussi, on est en face d'une grosse incertitude et peut-être aussi des illusions d'optique avec lesquelles on fonctionne. L'incertitude que tu mets en lumière, c'est que est-ce qu'il y aura un lien entre la saison des pluies et une nouvelle flambée, un pic, un rebond du Covid? Ça, on n'en sait rien. Mais ce que j'ai envie de dire, suite à ce que Franck disait, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre de manière générale, et Franck a été absolument magistral là-dessus, c'est qu'on a beaucoup regardé au début le Covid en se projetant par rapport à toutes les autres épidémies qui ont frappé le continent africain ces derniers temps, y compris en faisant l'association entre de faux amis. Et ce qui est en train de ressortir aujourd'hui, c'est la réalité. Je vais juste prendre un exemple à la suite de Franck. Tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la malnutrition aiguë, etc., ont pensé qu'il allait avoir un lien entre la malnutrition et le Covid chez les enfants. D'un point de vue formel aujourd'hui, on se rend compte que au niveau des maladies métaboliques, l'association concerne plus les cas d'obésité et le coronavirus. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire que nous sommes en train d'aller vers l'étude et l'analyse des dynamiques épidémiologiques, sociales africaines, au-delà des projections qui ont été faites. Franck disait aussi une chose qui est extrêmement importante, hein, vis-à-vis de ta question. Est-ce que les services de santé ne vont pas être tellement orientés vers la COVID-19 qu'on va négliger les autres pathologies? Pour que ça arrive, il faudrait que les hôpitaux soient complètement saturés par la pandémie à COVID-19. Et ce que Fatouma nous dit, ce que Franck nous dit, c'est que ce n'est pas le cas. Et donc, quand on rentre dans un hôpital, par exemple, tu as parlé de l'hôpital de Fann à Dakar, il y a le service des maladies infectieuses et il y a les autres services qui ne sont pas forcément reliés. Donc, si aujourd'hui un enfant est malade
et qui rentre à l'hôpital de Fann à Dakar, il va aller à l'hôpital Albert Royer se faire soigner et qui n'est pas saturé par la COVID-19. Et s'il y a un cas de maladie infectieuse, il ira au service des maladies infectieuses. Là aussi, on est en face d'une projection vis-à-vis de ce qu'on avait vu avec Ebola. Effectivement, avec l'épidémie d'Ebola, les services étaient tellement saturés que les autres pathologies n'étaient plus prises en charge. Et il y a eu beaucoup de cas de mortalité maternelle, par exemple, parce que les femmes ne pouvaient plus aller accoucher à l'hôpital. Mais on n'est pas du tout dans la même situation aujourd'hui. Donc, on va sortir de la projection vers l'analyse et la réponse aux faits concrets. Et ça, c'est déjà un progrès. Merci beaucoup, Fred. Fatouma voulait ajouter quelque chose? En fait, dans le même ordre d'idée, effectivement, par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui, il faut se dire que quand les malades vont se présenter dans les hôpitaux, ils sont dans la logique non seulement de la recherche du Covid, des signes du Covid, parce que les patients sont vus sur une certaine manière de voir que les médecins font d'habitude, c'est-à-dire en allant de l'interrogatoire jusqu'à l'examen clinique, et à partir de cet interrogatoire et des examens cliniques par rapport aux symptômes qu'ils vont découvrir, soit ils sont orientés vers le palu dans un premier temps, ils font le test du palu et ils font le traitement du palu, soit s'ajoutent d'autres signes qui font appel au Covid et ils y penseront sûrement pour pouvoir prendre en charge nos patients, dans la mesure où aujourd'hui en Afrique, on n'est pas dans une situation où on est saturé, d'où il faut expliquer le fait que, en tout cas, tous les malades sont centralisés au niveau de nos capitales. Vous voyez un peu. En tout cas, du moins, nous, c'est ce qu'on vit ici et qu'au niveau de la périphérie, dès que les patients sont diagnostiqués Covid, ils sont envoyés pour le moment dans la capitale. Ça veut dire que pour le moment, les capacités ne sont pas dépassées au niveau des capitales et ils continuent à pouvoir prendre en charge quand ça va aller progressivement. On risque d'aller vers la décentralisation. Il est vrai, on a commencé à faire, par exemple, des tests à l'intérieur du pays comme à Bouaké, mais la prise en charge effective des patients n'ont pas commencé là-bas parce qu'on a très peu de cas. Surtout les cas qu'on a eu en Côte d'Ivoire, on n'a eu que 11 cas confirmés au Bouaké et ces cas-là ont été référés sur Abidjan. Voilà un exemple que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer au troisième temps sur les systèmes de santé, je pensais qu'on allait échapper au débat sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, mais il y a bien sûr des questions là-dessus. Mais donc, on va peut-être traiter ça rapidement, comme ça on ne reviendra plus là-dessus. La question, c'est de savoir si cela faisait débat aussi dans la région. On connaît les débats absolument enflammés en Europe et aux États-Unis sur cette molécule. Elle est utilisée dans beaucoup de pays de la région, à Dakar, au Sénégal, bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un avis là-dessus, sur ce débat? Est-ce que c'est un débat qui est utile pour la région? Peut-être, je vais commencer par Fred cette fois, et je sens que Franck a envie de parler aussi. Alors, moi, à mon niveau, au vu de mes spécialités et de mes compétences, je ne vais pas rentrer dans un débat sur l'efficacité thérapeutique de l'hydroxychloroquine. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau européen et au niveau français en particulier, c'est un débat qui est saturé de conflits entre personnes, entre chapelles, etc. Et qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans remettre les choses dans une dynamique aussi de compétition scientifique. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui concerne le médicament en lui-même, et pour l'Afrique, je sais qu'au niveau du Sénégal, il y a un essai qui est en cours et qui associe l'hydroxychloroquine avec une autre molécule, et que pour le moment, on n'a pas encore de résultats, ni négatifs ni positifs. Je me souviens qu'il y a un peu plus d'un mois, le professeur Moussa Saïdi, qui conduit cette étude au niveau du Sénégal, avait noté, sans plus de certitude que ça, hein, il avait dit qu'il avait noté une amélioration de la santé de ces patients qui étaient sous traitement, mais qui ne pouvaient pas encore en dire plus que c'était encore des résultats tout à fait préliminaires. Donc pour le moment, on ne peut pas être affirmatif, comme le sont les différents protagonistes du débat en Europe notamment, et qu'il faut rester relativement prudent, non pas prudent par rapport à l'efficacité ou pas, il faut peut-être attendre des résultats, mais il faut rester prudent par rapport à cette polémique vis-à-vis de laquelle
les Africains notamment peuvent avoir un peu de distance parce que pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Et la personne dont on parle le plus souvent, le professeur Didier Raoult, lui-même, n'a pas soumis ses patients à la méthodologie que lui demandent les autres scientifiques. Et il a ses arguments à lui en disant que lui soigne des patients et que la méthode, c'est juste pour mettre à l'épreuve une thérapie et que lui, il arrive à le faire sans passer par cette méthodologie. Donc, pour le moment, ce que moi, je peux dire en tant que sociologue qui analyse aussi les rapports de force, c'est que le débat est vraiment saturé par ces rapports de force politiques, scientifiques et interpersonnels. Bon, ce que je voulais compléter par rapport à Fred, c'est que moi, je ne suis pas spécialiste des maladies infectieuses. Je ne veux pas aussi essayer de spéculer. Ce qu'on sait aujourd'hui, dans les guidelines et dans les recommandations, il n'y a pas de traitement pour la maladie à COVID-19. Donc ça, il n'y a pas encore de traitement homologué. Donc, on a intérêt à se concentrer sur la prévention et on a intérêt à laisser les spécialistes de maladies infectieuses traiter les symptômes tels qu'ils peuvent traiter pour stabiliser le malade et faire en sorte que le malade puisse se soulager. Par contre, on a besoin aujourd'hui de travailler, de mettre en place des recherches sur des traitements qui peuvent être disponibles rapidement pour notre communauté, notamment les populations pour lesquelles MSF s'engage, les populations qui sont pauvres et qui sont vulnérables. Donc aujourd'hui, notre appel, c'est qu'on développe en Afrique ou partout dans le monde, ou de façon collaborative, des traitements qui sont abordables, disponibles pour les Africains. On a aussi besoin pour les populations les plus pauvres partout dans le monde, pas forcément en Afrique. On a aussi besoin de travailler beaucoup plus sur les moyens diagnostiques. Aujourd'hui, les moyens diagnostiques que nous avons, c'est trop lourd. On travaille avec du PCR. On a besoin de disposer des tests de dépistage rapide pour pouvoir rapidement, à n'importe quel point du monde, pouvoir identifier les patients qui sont malades et les mettre sous des traitements ou les accompagner, les soulager sur le plan médical. Et toutes ces recherches, toutes ces réflexions sur le traitement, sur les maladies ne peuvent pas se faire sans les scientifiques de l'Afrique. Donc, comme Fred l'a dit, il y a le professeur Sinisi qui travaille aussi à Pan. Il y a d'autres professeurs qui travaillent un peu dans la sous-région et ces personnes ont besoin de mettre ensemble leur savoir sous la guidance de CDC Africa pour rapidement répondre et donner les moyens aux médicaux qui sont en front et qui travaillent, qui voient les patients tous les jours, de pouvoir disposer d'orientation thérapeutique, d'orientation diagnostique très claire. Et c'est de ça que nous appelons de toute notre vœu, de toute notre force. C'est à ça que nous voulons qu'on aboutisse rapidement pour qu'en Afrique, on puisse mettre en place nos modèles de soins qui sont basés sur la santé communautaire, avec les agents de santé communautaire qui travaillent dans des zones reculées et qui ne peuvent pas faire de PCR. On ne peut pas attendre 10 jours pour avoir un résultat de PCR pour sauver un malade. Donc, vraiment, on est totalement en attente. On attend les scientifiques, on attend les chercheurs et on espère que très rapidement, on va pouvoir disposer. Pour le moment, on n'a pas de traitement recommandé. Pour le moment, l'outil diagnostique qu'on a est très lourd. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme on n'a plus que 28 minutes à peu près, moins d'une demi-heure, il y a deux grands points qui restent quand même à discuter, y compris le dernier qui intéresse beaucoup d'internautes et beaucoup de monde sur les mesures, justement, comment vivre avec le virus. Et on va terminer par ça. Mais juste avant ça, je voulais aussi vous poser peut-être la question sur qu'est-ce que cette pandémie nous dit sur les systèmes de santé dans la région, sur leur état, et notamment sur l'état des ressources humaines en santé, et également l'état de la recherche scientifique. À Wati, je le rappelais au début, nous avons publié un rapport en février qui mettait l'accent sur les systèmes de santé et notamment sur les déficits en ressources humaines, en médecins, en infirmiers. Lorsqu'on regarde les statistiques internationales, l'Afrique est d'assez loin la moins bien dotée en nombre de médecins pour 10 000 habitants, par exemple. Alors, on n'est pas débordé par rapport à cette pandémie. Je crois qu'on l'a tous compris. Mais est-ce que le risque, ce n'est pas de se dire finalement nos systèmes de santé ne sont pas aussi mauvais que ça, ils ne sont pas aussi faibles que ça, et on n'essaye pas de remédier à ces failles qui sont structurelles et qui sont quand même assez importantes pour faire face aux épidémies, mais pour faire face aussi aux maladies chroniques qui se développent sur le continent. Je commence peut-être par Fred.
Oui, la question est très importante et la manière avec laquelle elle est posée est vraiment cruciale. En fait, la première chose à dire, c'est que les systèmes de santé sont dans une situation extrêmement fragile et qu'il n'est pas question de dire que les systèmes de santé aujourd'hui ont bien résisté à la COVID-19. Pas du tout. C'est que la COVID-19 n'a pas mis assez de pression sur les systèmes de santé. Euh, un des, un des facteurs qu'il faut regarder attentivement et qui montre quand même la fragilité de ces systèmes de santé, c'est quel est le taux de survie des patients qui sont en détresse respiratoire dans les structures de soins en Afrique comparé aux autres. Quel est le temps qu'un patient africain en détresse respiratoire met aux urgences avant son décès ou avant sa sortie de l'hôpital? Et à partir de données pareilles, on pourrait déjà voir, à mon avis, deux phénomènes différents. D'abord, la fragilité des systèmes de santé, parce qu'il y a quand même eu des décès relativement rapides entre le moment où le patient entre à l'hôpital pour une détresse respiratoire et le moment où il décède. C'était vraiment, je n'ai pas de statistiques, mais les quelques exemples que j'ai suivis dans différents pays montrent une rapidité relativement grande. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on fait de plus en plus référence à la crise des systèmes de santé vis-à-vis du Covid, mais de manière paradoxale et intéressante. Paradoxale parce que moins il y a de gens touchés, moins le système de santé est confronté à ce dont on parle. Mais en même temps, on met en exergue une question qu'on connaît depuis longtemps. Et quand tu parles, par exemple, des personnels soignants, on voit vraiment des chiffres qui sont d'une faiblesse terrible vis-à-vis du nombre de médecins par million d'habitants ou par millier d'habitants. C'est vraiment très, très faible. Et il faut se souvenir que ce ne sont pas les États africains qui ont décidé de cette faiblesse. Ce sont aussi des recommandations internationales pendant les programmes d'ajustement structurel qui ont réduit de manière drastique la surface des services publics de manière générale et en particulier des services de santé. Le système de santé a été pénalisé comme le système éducatif. Mais pour en rester au niveau du système de santé, c'est vraiment à une nouvelle réflexion qu'il faut se donner des moyens de réagir parce que c'est vraiment une catastrophe. Quand on voit notamment la dynamique démographique des jeunesses africaines et la rareté des infirmiers, infirmières et des médecins, c'est un véritable scandale. C'est-à-dire qu'on pourrait former sur le continent africain partout des millions de médecins parce qu'on a le terreau, il y a cette jeunesse, mais maintenant il faut mettre les moyens pour les facultés de médecine, pour les écoles d'infirmiers et d'infirmières, etc., etc. Parce que le potentiel humain, il existe en Afrique, mais infiniment plus qu'ailleurs, par exemple. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on a tendance, de manière relativement facile, à s'acharner sur les autorités africaines. À juste titre, parfois, pour les questions de gouvernance, de corruption, mais il faut se souvenir que ce sont aussi des recommandations internationales qui ont conduit à cette situation catastrophique, notamment pour remettre les finances publiques à flot. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Je crois que c'est très intéressant, justement, les éléments que tu soulignes sur la lecture à faire de ce qui se passe. Je vais demander à Fatouma peut-être de réagir par rapport à ça. Déficit de médecins, déficit d'infirmiers, politique publique de santé. Quel regard un peu tu as sur tout ça au vu de ce qui se passe ces derniers mois? Fred a déjà fait la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Afrique et comment ça doit être dans la mesure où effectivement on a beaucoup de jeunes en Afrique plus qu'ailleurs. On devrait avoir beaucoup plus de médecins, d'infirmiers, etc., etc. Surtout que compte tenu, quand tu vois la maladie à COVID-19, il faut se dire aussi qu'on a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, du personnel de santé qui étaient contaminés, qui étaient concernés par la maladie et qui ont dû arrêter leur service pendant la période de 14 ans et tout ça a contribué à pénaliser en fait nos services de santé. Et heureusement, comme il le disait si bien Fred auparavant, c'est que notre continent n'a pas été en tout cas pour le moment touché comme les autres continents. Autrement, on se retrouvait en réalité vraiment devant de gros dilemmes et des grands problèmes. Dans la mesure où aussi on avait beaucoup plus de cas compliqués avec le matériel qu'on a et nos systèmes de santé, je ne sais pas si on saura faire face. Heureusement que la situation, en tout cas, s'était présentée de manière simple pour le moment et modérée. Mais ce qu'il faut encourager justement, c'est que cette formation, en tout cas du personnel de santé, encourager en tout cas plus l'éducation des jeunes au niveau, pour avoir beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'infirmiers, beaucoup plus d'aides-soignants et tout le personnel de santé autour pour qu'on puisse prendre correctement en tout cas la santé de nos populations pour les années à venir, parce qu'on ne sait pas ce qui va venir aussi avec
tous ces aspects de changement climatique et tout ce qu'on ne prévoit pas avec ces pandémies et nouvelles, on ne sait pas. Donc, il y a lieu, en tout cas pour l'Afrique, non seulement de se préparer en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de toutes les infrastructures, en tout cas de santé, pour qu'on puisse prendre correctement, en tout cas, en charge nos patients. Et en dehors de ce volet-là, il faut voir tout l'aspect aussi de ces comorbidités. Et il faut essayer de faire en sorte que l'Afrique avance au niveau de la technologie pour que les patients puissent être correctement pris en charge avec les moyens qu'on se donnera dans nos pays. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Fatouma. Peut-être, Franck, pour terminer sur les leçons pour les systèmes de santé, mais aussi pour la recherche. Je sais que tu as pas mal d'éléments, de messages sur la question de la recherche scientifique basée sur les données de la région. Et donc, peut-être assez rapidement pour qu'on puisse prendre le temps d'élaborer sur les recommandations aux autorités pour les prochains mois. Ouais, Fred a évoqué un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient nous permettre d'apprécier la résistance de notre système de santé. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez d'informations de ce genre-là, d'où la nécessité encore de s'organiser pour bien documenter le travail que nous sommes en train de faire, hein, et avoir des indicateurs qui vont nous permettre de suivre comment le système de santé est en train d'être fragilisé. Fatma a parlé des agents de santé qui ont été touchés, c'est un point crucial. Les agents de santé qui sont contaminés par COVID-19, ça fait moins encore d'agents de santé sur un plateau, sur un nombre d'agents de santé déjà faible, comme Fred l'a su bien détailler. L'un des maillons importants du système de santé aussi, c'est la communauté. Dans un premier temps, dans cette épidémie, on a dit à la communauté, écoutez, je crois, on a dit à la communauté, écoutez, vous n'avez rien à faire. Tous les cas positifs, on les mettait à l'hôpital. Les cas qui étaient asymptomatiques, on les mettait à l'hôtel. Et maintenant, on a évolué dans une phase où on est un peu saturé et on doit engager la communauté dans une responsabilisation de la communauté. Donc, en renforçant le système de santé, on ne doit pas oublier de renforcer ce pilier du système de santé qui est la communauté. Plus de responsabilité, puisque désormais, les cas moins graves restent dans les maisons. Donc, les gens ont plus de responsabilité pour s'auto-isoler. Plus de responsabilité en termes de citoyenneté, parce qu'on doit maintenant, plus que jamais, se protéger soi-même et éviter de transmettre aux autres. Et on constate déjà un peu de signes de résistance dans la communauté. Donc, on appelle que l'engagement communautaire, la citoyenneté, que ce soit de mise sur nous. Au niveau de la recherche, juste un point. La recherche, nous ne pouvons pas être absents de la recherche et espérer profiter du fruit de la recherche. C'est pourquoi je crois que les études, la recherche doit se dérouler en Afrique aussi, avec des Africains qui s'engagent, des chercheurs, il y en a beaucoup, on en a sur ce plateau, des chercheurs africains pour essayer d'étudier dans toutes ces dimensions la maladie, pour disposer de traitements à moins de coût disponibles pour nous, pour disposer de vaccins. Si un jour il y a un vaccin, pour pouvoir avoir accès à la cagnotte de vaccination, on doit y participer, et pour disposer d'outils diagnostiques adaptés à notre contexte. N'oublions pas, nous travaillons au fin fond dans les villages où il n'y a pas de PCR à faire, il n'y a que des tests de dépistage rapides qui doivent être fiables. Donc, on doit s'engager sur ces sujets. Je sais qu'il y a des trucs dans le pipe, l'Africa CDC, l'IRD, les instituts Pasteur, les instituts nationaux de santé, les instituts nationaux de santé publique dans notre pays sont en train de travailler et nous espérons que la communauté et nous tous, on va s'engager dans cette recherche pour que très rapidement, on puisse disposer d'outils de prévention et de traitement de la maladie. Merci beaucoup, Franck. C'est très clair, très intéressant. Peut-être juste les PCR que tu n'explicites pas, il faudrait essayer d'être très précis et clair pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de santé. Alors, on va maintenant aborder le dernier volet de cette discussion, vraiment consacré aux recommandations. En fait, je vais vous demander de vous mettre dans une position, si vous étiez, on vous invitait à une réunion avec un chef d'État en ce moment dans la région ou un ministre de la Santé, mais je dirais un chef d'État parce que justement, il faut prendre en compte la transversalité de la question. Quelles seraient vos principales recommandations en termes de comment vivre avec le virus? Il y a eu beaucoup de pression vers le relâchement de certaines des mesures qui étaient très restrictives.
Et on comprend parce que le coût économique et social, c'est aussi un coût sanitaire si les gens n'ont plus à manger. Donc, les pays ne peuvent pas tenir avec des mesures restrictives pendant très longtemps. Mais dès lors qu'on va commencer à relâcher, que les gestes barrières aussi peuvent être oubliés par les populations, qu'on rouvre peut-être dans quelques semaines les frontières en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Quelles sont vos recommandations? Comment faire pour qu'on n'ait pas simplement à nouveau décalé peut-être une crise sanitaire majeure? Et peut-être accessoirement, comme il y avait une question d'un internaute sur le volet urbain de cette épidémie qui disait que c'est un virus des villes et pas un virus des champs et des villages, qu'est-ce que ça change aussi dans les mesures qu'il faut encourager au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Vous aurez tous l'occasion de vous exprimer, mais voilà, vous avez à peu près 5 minutes chacun pour qu'on arrive vraiment pile à midi 30. Je vais peut-être, alors je commence par Fatouma, cette fois. Oui, effectivement, ça c'est une très bonne question. Parce que comment vivre avec le virus? Disons, on est actuellement dans une pandémie qui va continuer jusqu'à quand? Au terme de pandémie, peut-être que, je ne sais pas, point d'interrogation, ça restera comme, vous m'excusez du terme, une endémie en Afrique. Parce que on est rentré dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir dans la mesure où, pour le moment, on n'a pas les traitements et pour le moment, on n'a pas les vaccins. On souhaite les avoir assez rapidement. S'il s'agit de donner des recommandations au niveau de nos dirigeants et au niveau général, je commencerai par demander en tout cas le renforcement des capacités des structures de santé et du personnel de santé. C'est-à-dire, quand je parle du renforcement des capacités, je parle du renforcement des capacités au niveau global, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau du matériel, pour que le personnel de santé ait le matériel suffisant, en tout cas, pour pouvoir se protéger et prendre en charge correctement les patients. En dehors de ce volet, il faut voir le volet de la formation qu'il faut renforcer. On en a déjà parlé avec les médecins, avec les infirmiers, qu'il faut en avoir un nombre suffisant, mais aussi les former sur le Covid. Il faut que tout le monde comprenne la maladie, tout le monde comprenne la transmission, tout le monde comprenne comment la maladie se passe pour pouvoir se prémunir, surtout que l'aspect, en tout cas, de la prévention est vraiment important. Ces mesures-là, on doit faire en sorte que, même si on ouvre nos frontières, même si on autorise la libre circulation des personnes et des biens, que ce soit les mesures soient appliquées de manière continue, aussi bien le port de masque, aussi bien le lavage des mains, au niveau des services de santé, qu'en dehors des services de santé, qu'au niveau des endroits publics, qu'au niveau des frontières, ça doit être d'actualité si en tout cas nous voulons mettre un terme à cette pandémie-là. Ensuite, bien sûr, s'en suivra les mesures de distanciation. Et cela aussi est valable aussi bien au niveau de nos endroits de culte où il y a des regroupements de population, notamment au niveau des mosquées, au niveau des églises. C'est vraiment important qu'on continue en tout cas la surveillance par rapport à cette pandémie-là jusqu'à ce qu'on arrive à s'en sortir. Et j'encouragerai aussi, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le volet recherche. L'Afrique doit plus que jamais en tout cas être dans le comment dirais-je, le giron, disons, de cette recherche-là. Et nous aussi, au niveau de Médecins sans frontières, on doit s'y mettre en collaboration avec les ministères par rapport à la recherche, aussi bien au niveau des diagnostics, des tests rapides, qu'au niveau des traitements et de la vaccination. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Mais sans oublier d'ajouter le fait qu'on ne doit pas oublier que la chloroquine, je voulais le dire, n'est pas un médicament nouveau en Afrique. Parce que c'est un médicament qui était utilisé auparavant. Merci beaucoup. Mais c'est un médicament qu'on a cessé d'utiliser, si j'ai bien compris quand même, depuis quelque temps. Oui, depuis une vingtaine d'années. Alors, on va enchaîner avec Fred, peut-être, sur cette question de comment on vit avec le virus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et quels sont, voilà, vous avez un rendez-vous avec le président, je ne donnerai pas un exemple de pays. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? En fait, déjà, il faut tenir compte de ce qu'on a constaté sur le continent africain depuis le début de la pandémie et ce qu'on a constaté de positif aussi. Que les gens, contrairement à ce qu'on peut dire de temps en temps, les gens ont été relativement sensibles à certaines mesures barrières en tout cas. Et pour revenir à la question de l'internaute qui concerne aussi comment on va vivre
avec le virus dans les villes notamment, puisqu'il disait qu'on est en face d'un virus des villes plus que d'un virus des champs. Dans la question, il y a aussi une piste, qui est une piste de recherche en sciences sociales sur les phénomènes urbains, sur la proximité, que nous on appelle en sciences sociales la proxémie, ce qu'on a appelé la distance physique. Ce sont aussi des études qu'il faut développer de telle sorte qu'on puisse comprendre comment les gens s'adaptent à des changements et comment on peut les amener à s'adapter à ces changements. Une des recommandations aujourd'hui nous amène aussi à nous inspirer de ce qui s'est passé ailleurs. Notamment à Hong Kong, par exemple, on sait qu'un des facteurs les plus décisifs pour le contrôle de cette épidémie, ça a été le port du masque de manière quasi systématique dans l'espace public. Ça, c'est déjà une des indications parce que les gens peuvent arriver à ça. Ensuite, il y aura des modifications au niveau des modes de vie. Je vois très mal comment on pourrait aujourd'hui rouvrir les discothèques, par exemple, qui sont des lieux confinés par excellence. Parce que tout le matériel qu'il faudrait dans une discothèque pour arriver à filtrer l'air, comme on le fait maintenant dans les avions toutes les 3 minutes, ça coûte des sommes qui sont absolument astronomiques. Donc, il y a aussi des adaptations à avoir. Et aussi, en termes de recherche, se lancer vraiment dans des projets d'ailleurs qui ont déjà commencé, dans des recherches vraiment multidisciplinaires où on peut passer de l'épidémio à l'anthropologue, etc., pour arriver à comprendre de concert comment on vit avec cette épidémie. Mais si je suis en face d'un chef d'État aujourd'hui, il faut vraiment appuyer la recherche, faire confiance en ses concitoyens et communiquer de la meilleure des manières possibles de telle sorte que les gens adhèrent. Et il faut se rendre compte qu'il faut saluer les efforts que les gens ont fait. Parce que les gens, même comme l'épidémie augmente, les gens ont adhéré à des contraintes qui étaient extrêmement fortes quand même. Et donc, ces populations-là, il faut les saluer et les ramener vers des messages beaucoup plus précis. Voilà, en gros, même si c'est un peu vague, mais la question de cet internaute-là m'intéresse au plus haut point et il comprendra pourquoi. Parce que lui-même, cet internaute-là, il est déjà lancé dans des recherches sur le milieu urbain qui nous montrent que c'est aussi au croisement des secteurs qu'on arrive aussi à comprendre de manière plus globale les phénomènes épidémiques. Et cet internaute-là, qui est un spécialiste de la ville, qui n'était pas un spécialiste de la santé, est aussi en train de travailler sur la COVID-19 et j'en profite pour le saluer. Merci bien. Peut-être juste pour être clair, le port de masque, par exemple, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à insister fortement dans les pays de la région? Oui. Okay. Absolument. Alors, Franck, à ton tour. Pour le ministre, merci Gilles. Pour le ministre, je vais structurer mon message en 5 points. Le premier point, c'est après les remerciements, bien sûr, je dirais à monsieur le ministre, le premier point, il faut continuer par tester, il faut augmenter notre capacité de testing, notre capacité à suivre l'épidémie, donc renforcer la surveillance épidémiologique et traiter les cas. Après, je dirais qu'il faut avoir un focus sur les vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec les comorbidités, on les a citées, faire en sorte que notre organisation du système de santé puisse permettre à ces gens-là d'être identifiés, d'être équipés et protégés, et que les gens qui sont autour d'eux ne puissent pas les stigmatiser, mais plutôt les renforcer leur protection. Et après, je dirais, en quatrième point, je dirais qu'il faut donner accès aux soins pour les maladies non Covid. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Je dirais qu'il faut rapidement revenir à la prise en charge du paludisme, malnutrition, toutes les épidémies et toutes les comorbidités qu'on a citées. Il faut conserver les regroupements de masse. Parce que mes présidents l'ont dit, maladie de ville, c'est sous-entendu, maladie où il y a confinement de personnes. Il faut qu'on arrive à surveiller et à réglementer tout ce qui est activité de regroupement de masse. Et ça, les gens savent le faire, la communauté sait le faire. On a pu éviter le mangal au Sénégal. Ça, c'est un événement quand même qui est très important. Après, j'encourage, je dirais à monsieur le ministre de mettre les moyens et de s'engager et d'engager ces administrés dans une recherche pluridisciplinaire. Fred en a beaucoup parlé, pour qu'on puisse mieux comprendre la maladie, la physiopathologie de la maladie, et mieux travailler sur les outils diagnostiques, les outils de prévention, afin que très rapidement, on puisse adapter et modifier notre réponse à l'épidémie de COVID-19. Donc, c'est un point intéressant que je crois que le ministre pourrait utiliser pour mettre en pratique pour qu'on puisse mieux contrôler l'épidémie dans nos pays. Merci Franck. Je vois que
tu préfères t'adresser au ministre alors que Fred est prêt pour parler pour le président. Enfin, soyons ambitieux, hein, portons les messages directement au plus haut niveau. Peut-être juste avant de passer la parole à Fatouma, peut-être qui aura le dernier mot sur une question sur les recherches peut-être conduites par Médecins sans frontières, en particulier dans la région sur COVID-19. Franck, je crois qu'on essaye de pousser, nous, beaucoup à Wati pour dire ce qu'il faut faire, mais aussi comment il faut le faire. Sur la protection des personnes vulnérables, réorganiser les systèmes de santé pour que les personnes âgées puissent être mieux protégées. Concrètement, comment est-ce que ça se fait, ça? Est-ce qu'il y a des idées qui pourraient être susurrées justement à l'oreille d'un ministre ou d'un président? Pour les personnes vulnérables, et réorganiser les systèmes de santé pour qu'ils aient accès à privilégier au système de santé, je crois que ce n'est pas très compliqué, c'est de créer, je crois, c'est de créer au niveau des structures de santé des circuits parallèles pour que lors de l'admission ou lors de la visite d'un centre de santé, cette personne ne puisse pas passer par le circuit classique et s'asseoir sur le blanc des personnes qui attendent, alors qu'on sait que c'est parmi ces patients, probablement les cas de COVID qui peuvent protéger. Aussi, renforcer les personnes vulnérables, c'est les équiper en masque de protection et informer leur entourage pour qu'ils puissent bénéficier d'un espace qui leur permet l'auto-isolement sans les stigmatiser. Parce que j'ai eu une discussion avec Fred et il nous racontait que quand les gens passent, par exemple, les masques, c'est signe un peu de méfiance. Donc, la stigmatisation par rapport à la protection un peu de ces personnes-là, on doit les éviter. Donc, la réorganisation de nos systèmes de santé doit prendre en compte aussi des soins décentralisés. C'est-à-dire aujourd'hui, le service de santé ne doit pas être seulement disponible au centre de santé. Et ça, on le fait déjà pour la vaccination. On fait des cliniques mobiles pour rejoindre des populations qui sont un peu plus éloignées de nos centres de santé. On doit faire aussi des cliniques mobiles pour faire la malnutrition, pour faire le palu, pour faire des activités, de façon qu'on évite tout ce qui est regroupement au niveau du centre de santé. Donc, on a des historiques, on a des pratiques qu'on fait déjà, qu'on peut mettre à contribution, tout en réfléchissant et en documentant nos pratiques, comme Fred l'a dit, pour ajuster et améliorer, parce qu'on travaille en contexte d'incertitude et de compréhension de méconnaissance de la maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Et je passe la parole à Fatouma. À nouveau, peut-être une idée des recherches qui sont menées par Médecins sans frontières dans la région, dans le contexte de la COVID. Et peut-être un dernier mot en même temps, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de prolonger davantage. Merci. Avant d'arriver au volet des recherches qui sont menées dans la région par Médecins sans frontières, il faut souligner que durant cette pandémie, Médecins sans frontières s'est beaucoup impliqué par rapport à non seulement le volet de la prise en charge des patients dans les différents pays en collaboration avec les ministères de la Santé, mais Médecins sans frontières a aussi travaillé sur le volet préventif qu'il faut souligner. C'est-à-dire, quand je dis le volet préventif, avec de la mise en place des systèmes de lavage des mains au niveau des structures, non seulement au niveau des structures sanitaires, mais aussi au niveau des corridors en fait, de passage, disons, à l'entrée de certaines grandes villes et aussi sur des grandes voies qui conduisent, par exemple, sur d'autres pays, je vais dire des corridors de passage, etc. etc. Donc, en dehors de ce volet-là, que Médecins sans frontières a travaillé au niveau des pays, Médecins sans frontières aussi a travaillé par rapport aux masques. Parce qu'on se disait qu'une grande partie de la population avait des difficultés aussi pour avoir accès aux masques, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des masques. Donc, dans certains pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, MSF a eu à confectionner des masques et c'était aller sur 1 million de masques pour vraiment des populations qui sont dans la nécessité, notamment des populations aussi avec des comorbidités, notamment des hypertendus, des populations qui sont des insuffisants rénaux et en plus de la population générale ou de certains groupes en fait, qui ont des difficultés d'accès, telles que, par exemple, au niveau des services psychiatriques où on s'est arrangé pour mettre quand même en place des systèmes de lavage des mains. Et par rapport à ce volet-là, on est en train de planifier de travailler avec
les services psychiatriques par rapport à comment détecter les cas de Covid au niveau dans ce milieu-là et comment les aider à quand même prendre bien en charge ces patients-là qui sont quand même une frange de la population avec des moyens et des possibilités limitées quant à l'accès aux soins et à l'accès au traitement et tout ça là. Ensuite, il y a Fatima, on doit bientôt conclure, il faut vraiment finir. Il y a des études très rapidement. en cours par rapport au niveau de certaines communautés aussi, au niveau des centres de santé et au niveau des communautés, quant à la maladie, quant à la perception de la maladie, quant à comment les choses se passent au niveau des communautés et quant à comment arriver quand même à contenir cette pandémie au niveau des communautés. Voilà ce que je peux dire globalement, parce qu'on arrive à la fin là. Merci. Merci beaucoup. On arrive effectivement à la fin. Fred a 30 secondes pour dire au revoir à nos internautes qu'on remercie déjà. Oui, je voulais juste les remercier tout le monde et insister sur le fait que l'institut auquel j'appartiens, l'Institut de recherche pour le développement, a monté des projets en partenariat avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre du Covid et que c'est un institut que nous n'avons pas présenté, qui est un institut de recherche pour le développement et qui existe depuis 70 ans et qui est bien installé dans la recherche en partenariat en Afrique, en Amérique latine, dans le bassin méditerranéen et en Asie et qui agit en ce moment en Afrique avec les partenaires africains sur la question de la COVID-19. Je m'en serais voulu de ne pas avoir apporté cette précision. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fred, et félicitations pour la prochaine fonction, je crois, en étant basé à Abidjan. Mais peut-être malheureusement basé à Abidjan, mais sans réouverture des discothèques, si on comprend bien le point que tu nous as fait tout à l'heure, qui n'est pas réjouissant. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et j'espère qu'avec MSF, Wati, on aura l'occasion de revenir sur des points extrêmement importants pour la santé dans la région. Merci à nouveau et à très bientôt. Merci, belle journée à tous.